Signal FM 90.5, www.signalfmhaiti.com. Le petit tout le monde, bonjour, bonsoir, quel que soit côté, il y a peut-être des radios. C'est rendez-vous, nous, avec émission Former, Éduquer, Vivre, d'association professionnelle école privée. Et aujourd'hui, nous recevons Mme Martine Libertino. Et comme promis depuis des mois, nous allons avoir avec elle un entretien sur l'inconscient collectif, mais l'inconscient collectif haïtien. Alors, Mme Libertino, bienvenue encore une fois. Merci, bonjour. À notre micro. Tout d'abord, Mme Libertino, qu'est-ce que c'est que l'inconscient collectif? L'inconscient collectif est la somme des inconscients individuels au sein d'une communauté, même au sein d'une famille et au sein d'une population. Et il existe aussi l'inconscient collectif au sein de l'humanité. Mmh. Alors, l'inconscient collectif, à proprement parler, qu'est-ce que c'est? Alors, l'inconscient collectif, en fait, recèle en lui toutes les qualités spécifiques d'une communauté ou d'un pays. Toutes ces qualités et ces dons qui vont se développer au fil du temps, qui vont permettre à une communauté de se développer harmonieusement. Mais c'est aussi la somme des programmations émotionnelles, des séquelles émotionnelles aussi venant de son passé, qui, n'étant pas guéries, vont conduire une communauté ou un pays à se développer négativement, à continuer à souffrir et à se souvenir du passé en ayant peur de le revivre. Mmh. Maintenant, dans l'inconscient collectif, essayons de récapituler un peu. Dans l'inconscient collectif, il y a deux mots. Il y a inconscient et il y a collectif. Oui. Faisons une récapitulation, comme on dit. D'abord, l'inconscient, qu'est-ce que c'est? L'inconscient, c'est tout ce dont je ne suis pas conscient. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi, donc en dehors de mon intellect, en dehors de mon éducation, de tout ce que j'ai appris aussi bien à l'école que dans ma famille, que dans ma culture. Et ce sont des pulsions, en fait, ou des habitudes de fonctionner, aussi évidemment positives, que j'ai créées en moi et qui vont justement me permettre de me développer sans que ce soit justement conscient, sans que j'y pense dans mon quotidien. Donc c'est tout ce qui est en moi que je ne vois pas et que justement je dois apprendre à contrôler, enfin plutôt à maîtriser, que je dois apprendre à voir et à maîtriser. Mmh. Et c'est ce que c'est cet inconscient qui se manifeste parfois dans le sommeil, dans les rêves? Également, puisque lorsque nous dormons, nous ne pouvons pas là contrôler ce qui se passe à l'intérieur de nous et nous nous abandonnons à cet inconscient qui soit pourrait nous donner des messages, soit pourrait émettre des inquiétudes que nous avons dans la journée que nous contrôlons parce que nous vaquons nos occupations, nous pensons à d'autres choses et que nous laissons libre la nuit de se manifester parce que justement c'est l'inconscient qui prend le dessus sur le conscient lorsque nous dormons. Mmh. Et quelle différence y a-t-il entre inconscient et subconscient? L'inconscient est la somme de tout ce qui est à l'intérieur de moi que je ne vois pas, dont on n'a pas conscience. Voilà, dont je n'ai pas conscience. Mmh. Par contre, le subconscient est une partie de moi qui correspond aux programmations émotionnelles dont je parlais tout à l'heure, qui pourraient me faire souffrir, qui découlent des séquelles de mon passé ou des habitudes de fonctionner, de mes peurs, de mes colères, etc. Et ce subconscient, en fait, est l'être en moi que je dois éduquer et que je dois faire disparaître, car c'est lui qui amène une personne à souffrir, qui amène une communauté au conflit ou qui amène un pays à la guerre. Mais ce qu'il y a dans le subconscient, on s'en rend compte. Normalement, nous devrions nous en rendre compte, n'est-ce pas? Mais dans notre société, l'être humain étant éduqué simplement à aller à l'école pour s'alphabétiser, pour apprendre à développer son intellect, pour avoir des connaissances plutôt rationnelles et concrètes, il n'est pas à même de découvrir son inconscient parce qu'on ne lui apprend pas, alors que cela devrait être dans les programmes scolaires, dans tous les programmes scolaires au niveau de l'humanité entière. Donc la frontière n'est pas très étanche entre subconscient et inconscient.
En fait, il n'y a pas de frontière, puisque le subconscient faisant partie de l'inconscient, c'est vraiment une partie de lui et qui fonctionne de la même manière que lui, à savoir que si je ne prends pas conscience par une mise en pratique journalière de mon inconscient comme de mon subconscient, en fait, je suis manipulé par un subconscient qui, par ailleurs, n'a aucun pouvoir. Maintenant qu'on a défini ce que c'est que l'inconscient, on va revenir, avant d'aller plus loin, sur l'inconscient collectif. Voilà. Alors, Donc, oui, alors l'inconscient collectif, en fait, si on reprend cet individu dont nous avons parlé, cet individu multiplié au sein d'une famille par une trentaine de personnes va créer un inconscient, justement, collectif, c'est-à-dire un nombre de personnes qui représentent cet inconscient collectif. Si on parle d'une communauté, si dans cette communauté il y a 200 personnes, ces 200 personnes dans cette communauté vont créer ensemble cet inconscient collectif, c'est-à-dire un inconscient multiplié par le nombre de personnes. Et nous allons faire de même pour un pays, ou même pour une profession dans une entreprise ou dans une multinationale, par exemple. Chaque entreprise, chaque clan, chaque famille, chaque communauté va représenter un inconscient collectif particulier. Maintenant, vous avez l'habitude de venir en Haïti, de travailler en Haïti, de collaborer avec les Haïtiens. C'est un pays qui vous intéresse. L'inconscient collectif haïtien, comment est-ce qu'il vous paraît? Eh bien, il me paraît très beau, parce qu'il a de grandes qualités. Comme la volonté, parce que je trouve que les Haïtiens ont une grande force, ils ont une grande volonté, une capacité aussi d'aller vers l'autre, donc beaucoup de gentillesse, c'est une grande qualité, c'est une qualité d'ouverture. Cette volonté aussi donne au peuple haïtien le sens d'initiative que je ne vois pas forcément dans d'autres pays d'Afrique où je travaille, où il y a plus de passivité dans le sens que j'attends qu'on me dise de faire pour agir. On reparlera plus en détail de la passivité chez le haïtien qui se traduit d'une autre manière dans un autre registre. Mais en tout cas, pour moi, c'est un peuple qui a le sens d'initiative et qui le revendique. C'est un peuple qui a beaucoup de créativité. Et toutes ces qualités dont je parle devraient être encore plus exploitées, encore plus développées. Aussi, ce que je vois chez le haïtien, ce que je perçois, c'est un grand besoin d'autonomie. C'est-à-dire qu'il n'a pas envie qu'on vienne lui dire ce qu'il a à faire. Il a bien raison d'ailleurs. Mais pour ça, il faut qu'il ait aussi les qualités requises pour pouvoir faire ce qui est juste pour lui. Et ensuite, une dernière qualité que je perçois chez le haïtien, c'est beaucoup d'idéal, un désir de construire quelque chose de son pays, un désir de croire en son pays. C'est pas seulement on a envie de se développer matériellement, faire de l'argent. Il y a aussi autre chose. Il y a aussi cet amour de son pays qui fait que ça permet aux Haïtiens d'avoir justement cet idéal dont je parle. Ouais. Mais encore une fois, toutes ces qualités qui sont en lui doivent être interprétées correctement et doivent être exploitées dès l'enfance pour que ce pays puisse se développer comme il le mérite, parce que je pense qu'il le mérite vraiment. Bien, et vous avez parlé des qualités. Nous allons revenir là-dessus. Et les défauts? Ne parlons pas des défauts, parlons des difficultés, n'est-ce pas? Voilà. Parce que j'ai parlé tout à l'heure des programmations émotionnelles. En fait, on pourrait considérer ces programmations émotionnelles comme un incident de parcours, comme une maladie. Vous êtes d'accord que si nous avons un rhume, nous n'allons pas nous fâcher contre nous. Donc, essayons de voir déjà ces programmations émotionnelles, ce que vous appelez les défauts, comme des petites maladies dont nous avons des remèdes tout à fait efficaces pour pouvoir les guérir. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que les qualités du peuple haïtien, mal interprétées, risquent de se développer justement en programmation émotionnelle. Prenons comme exemple cette grande force que je perçois chez les Haïtiens, cette volonté, cette envie de réussir, de construire quelque chose dans son pays. En fait, de par les peurs de la population, du gouvernement et autres, parce que quand je parle d'un inconscient collectif,
je parle de tout un peuple et de son gouvernement. Je ne parle pas seulement de la population. Donc cela nous fait réfléchir aussi sur le fait que une programmation émotionnelle ou un inconscient collectif, tout simplement, se construit en dehors de toute étude, de tout diplôme, même si une personne a fait de longues études, cela ne l'empêchera pas d'être en fait influencée par son inconscient ou par son subconscient si elle ne fait pas un travail justement pour se rendre compte de cette problématique. Donc je reviens à cette qualité au départ de force, de volonté, qui, par une interprétation à travers évidemment ce qu'a vécu le peuple haïtien, est devenue une programmation émotionnelle, une difficulté qui rend en fait le haïtien dur envers lui-même parce qu'il a beaucoup de force. Donc si cette force n'est pas correctement utilisée, automatiquement elle va se retourner en fait contre la personne qui l'utilise, et au lieu de développer ce que j'appelle une maîtrise de sa force, c'est-à-dire que si je maîtrise ma force, ça veut dire aussi que j'ai pris conscience de mes faiblesses, que je vois très clairement ce que je représente, que j'accepte ces faiblesses, que j'accepte cette force, et que je sais que j'utiliserai cette force si nécessaire, mais je ne vais pas l'utiliser parce que je suis sur la défensive, parce que j'ai peur, et c'est ce que j'appelle le contrôle. Malheureusement, par rapport à son vécu, le peuple haïtien, pour moi, est toujours dans ce contrôle qui le conduit à être dur envers lui-même et qui le conduit aussi à exprimer une certaine violence intérieure, parce que toutes les souffrances qu'il a vécues et toutes ces difficultés se traduisent aussi par un sentiment d'injustice qui est une de ses programmations émotionnelles, qui lui-même se traduit par des colères journalières qui vont se manifester dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. Et ces colères journalières, leur densité sera proportionnelle à la force de l'inconscient collectif du peuple haïtien. C'est-à-dire qu'une qualité mal utilisée, mais même si cette qualité est extraordinairement dense, va se retourner contre un peuple parce qu'elle va se transformer en force mal utilisée. Et elle sera proportionnelle. Donc si un peuple a 90% de force, s'il l'utilise mal, il va utiliser 90% de violence. Alors, pour aider les gens à mieux comprendre ce que vous dites, est-ce que vous avez des exemples pratiques en tête? Pas forcément des exemples haïtiens. Mais... Oui, les exemples pratiques, c'est qu'une personne, prenons la qualité de la force, une personne qui est forte est une personne qui a envie de réussir déjà, est une personne qui, dans son attitude dans la vie de tous les jours, a envie d'agir, est entreprenante, n'a pas envie non plus qu'on la dirige, elle n'a pas envie qu'on lui dise ce qu'elle a à faire, elle veut le faire elle-même. Mais si cette personne a par ailleurs des programmations émotionnelles qui la freinent justement dans cette capacité en avant de diriger sa vie et de diriger correctement peut-être d'autres personnes dans son entourage, à partir de ce moment-là, toute cette force justement va se déconstruire de sa positivité et va se retourner contre elle. Alors cet exemple, c'est déjà... simplement quand on arrive dans un pays et que l'on se rend compte justement de cette dualité, on va voir simplement dans la rue, dans la manière de fonctionner des gens, dans leur manière de parler, cette violence, cette force qui se traduit par beaucoup de gesticulation, par un manque de sérénité, au lieu de parler, on crie, on s'énerve facilement, on n'a pas la patience. Donc on est en voiture, on va s'énerver, on va klaxonner très fort. Bon, ça c'est les petites histoires du quotidien, de la vie d'une personne. On lance des insultes. On lance des insultes. On se lève le matin, on est nerveux. Et d'ailleurs, c'est un mot que l'on va exprimer assez facilement. Ça m'énerve, tu m'énerves. Et on ne réfléchit pas à la portée de cette phrase qui, dite 10 fois dans une journée, alimente encore plus mon inconscient déjà individuel, et qui va alimenter l'inconscient collectif de ma communauté ou de mon pays. Et on ne se rend pas compte parce qu'on ne nous a pas éduqués, on n'éduque pas à l'école l'enfant et l'être humain à comprendre la portée des mots qu'il utilise et l'énergie que cela véhicule. Et souvent, la personne va dire « Ouais, mais c'est rien, j'ai dit ça comme ça. » Oui, tu as dit ça comme cela, mais
les mots que tu as utilisés représentent une énergie de rejet, de violence, de souffrance qui alimente ton inconscient et l'inconscient collectif de ta communauté. Et si nous multiplions ça par 10 êtres humains, si nous multiplions ça par 100, par 1000, par 10 000, nous pouvons comprendre qu'une communauté développe la guerre civile ou développe la guerre ou se trouve dans des situations où régulièrement la population conteste, marche dans les rues, exprime sa violence, mais en fait, au fond d'elle, n'a pas l'envie, même si elle le crie haut et fort, hein, mais au fond d'elle, n'a pas la détermination à construire, à se développer et en fait à utiliser les expériences et la mémoire du passé, non pas pour se souvenir et pour souffrir encore et pour se révolter encore, et pour avoir peur que ces situations reviennent, mais au contraire pour comprendre quelle est notre responsabilité aujourd'hui de perpétuer un passé qui nous fait du mal. Quand je parle de responsabilité, évidemment, je ne parle pas de culpabilité, hein, et comment justement utiliser cette expérience pour ne plus la reproduire. Vous avez employé 2 mots, responsabilité et culpabilité. Comment est-ce que vous les définissez et quelle est la différence? Grande différence. La responsabilité, en fait, est une capacité chez l'être humain de voir la réalité, de prendre conscience de cette réalité, de voir même la réalité de son passé, de l'accepter comme telle, de l'assumer, c'est-à-dire de ne pas en souffrir, tout en étant capable de rectifier les erreurs qu'elle a faites ou de se mettre dans des situations plus positives pour elle parce qu'elle estime qu'elle mérite mieux. Donc être responsable, ça veut dire je vois, je décide de ne pas souffrir et j'agis pour que les situations négatives ne se reproduisent pas. Donc vous voyez, il n'y a absolument aucune notion de culpabilité qui pour moi est une perte de temps. Et pourquoi c'est une perte de temps? Et c'est d'ailleurs d'autant plus destructif, c'est encore beaucoup plus destructif qu'une perte de temps, parce que dans la notion de la culpabilité, il y a la notion de regret. C'est-à-dire que j'ai honte de ce que j'ai fait, je ne l'assume pas, je ne l'accepte pas, je regrette. Et ce regret et cette attitude fait que j'ai honte de moi et j'ai peur de reproduire ce que j'ai fait, ou j'ai peur de reproduire ce que j'ai vécu, ou j'ai peur que mon pays reproduise ce qu'il a vécu, n'est-ce pas, de revivre la même chose. Et à ce stade-là, nous devons parler du libre arbitre et du pouvoir. Parce que lorsqu'une personne a peur de reproduire une situation ou a peur de revivre une situation, sans qu'elle se rende compte, parce que de nouveau, elle n'a pas été éduquée dans ce sens, sans qu'elle se rende compte, elle va la reproduire parce que elle a un pouvoir qui est illimité sans le savoir. Et si j'ai peur d'attirer une situation, je vais automatiquement l'attirer. Alors nous devons revenir à l'inconscient collectif. C'est que si une personne, toute seule, a peur d'attirer une situation, et je pense que nos auditeurs peuvent se retrouver là-dedans, chacune des personnes qui écoutent peut dire qu'au moins une fois dans sa vie, elle a eu peur d'attirer une situation ou d'attirer une personne, de revoir une personne avec qui elle a des problèmes. Et comme par hasard, le matin, en se levant, elle a peur de la rencontrer et elle tombe dessus. Ouais. Donc, c'est un tout petit exemple qui montre à quel point nous avons du pouvoir. Et cet exemple, nous pouvons le reproduire sur un plan collectif. Hein. Ce qui veut dire que si un peuple tout entier se souvient du passé en ayant peur que ce passé se reproduise, la force de cette peur va attirer, peut-être pas forcément la même situation, mais des situations similaires qui font reproduire chez lui des souffrances du passé vécues, avec d'autres gens, d'autres situations, évidemment, hein, mais des souffrances déjà vécues, ce sentiment, par exemple, que j'ai l'impression que je ne peux jamais construire mon pays moi-même. Il y a toujours quelqu'un qui vient me dire comment je dois faire mon pays. Ça peut être les ONG internationales, ça peut être un autre gouvernement, ça peut être mon gouvernement lui-même, qui fait que je suis en colère parce que j'ai l'impression que chaque fois qu'on vient m'imposer une solution, ce n'est pas la bonne solution et c'est pas celle que j'aimerais avoir. Mais à bien réfléchir à tout cela, revenons maintenant à l'inconscient collectif haïtien.
Quand on parle de responsabilité et de culpabilité, les gens ont bien tendance à confondre les deux. Et ils mettent tout le monde dans le même sac. Nous sommes tous coupables. Et deuxièmement, ils refusent d'accepter leur part de responsabilité. Comment expliquez-vous ce comportement? C'est très logique. Si je me sens coupable, je ne vais pas refuser ma part de responsabilité parce que justement je l'ai confondue avec la culpabilité. Pourquoi? Parce que si je me sens coupable, j'ai honte de ce que j'ai fait. Ce qui veut dire qu'il va falloir une grande humilité de ma part et surtout il va falloir que je m'aime à 100% pour continuer à m'aimer malgré ce que je vois de mon attitude du passé, de ce que j'ai fait. Ce qui veut dire que la culpabilité va amener chez une personne, dans une grande logique, justement le refus d'assumer ses responsabilités parce que je ne peux pas admettre que j'ai fait une chose aussi laide. Si je l'admets, je me rejette encore plus, je ne m'aime pas, je suis déçue, par moi évidemment, et donc je ne peux pas évoluer correctement. Par contre, si je me rends compte de ma responsabilité et que je la considère comme telle, je vais me rendre compte que j'ai peut-être fait une erreur, que cette erreur, ma foi, fait partie de ma vie et de mon passé, que j'ai d'ailleurs droit à l'erreur parce que je ne suis pas une machine parfaite, et que le fait d'assumer cette erreur veut dire que, prenons même du point de vue personnel, si une personne a fait une erreur et qu'elle s'est aperçue qu'elle a fait du mal à une autre personne, si elle se sent coupable, à la limite, elle va même en vouloir à l'autre personne de l'avoir fait vivre cette situation. Alors que si elle a décidé d'être responsable, elle se dit, oui, j'ai fait une erreur, j'assume cette erreur, je l'accepte, je ne m'en veux pas, je continue à m'aimer malgré cela, mais je vais voir la personne pour m'excuser, pour lui demander pardon, parce que, en ce qui me concerne, vu que j'ai droit à l'erreur, je peux me pardonner cette erreur, donc cette personne a aussi des potentialités de le faire. Et si elle ne le fait pas, je l'accepte parce que c'est son choix, mais parce que moi, j'endosse la responsabilité tout en me pardonnant. Vous voyez, il y a une grande différence entre la culpabilité et la responsabilité. Nous allons essayer d'analyser tout ce que vous dites par rapport à cette, entre guillemets, absence de mémoire, alors qu'il y a un devoir de mémoire, normalement. Nous allons essayer de voir tout ça quand on le constate aujourd'hui dans la société haïtienne par rapport aux événements que cette société a connus, a subis pendant ces 50 à 60 dernières années. Je parle de tous ces événements politiques, ces hécatombes, etc., torture, disparition, assassinat en masse, génocide même, vêpres, comme on dit. Nous allons essayer de voir tout ça pour bien expliquer, pour essayer de comprendre ce genre de comportement et par rapport à ce traumatisme et comment y faire face et comment mettre les gens en face de leurs responsabilités. Oui, oui. Alors nous allons observer une pause. Nous rappelons à tout le monde qu'ils suivent l'émission Former, Éduquer, Vivre de l'association professionnelle d'école privée. Nous allons observer donc la pause et nous revenons.